Je voudrais vous dire ceci. Une révolution est en marche. Elle n'est pas en marche depuis aujourd'hui. Il se trouve qu'un des premiers écrits sur ce que deviendrait le rôle du numérique dans l'éducation, c'est dans un livre qui date maintenant de 21 ans, qui s'appelait La décennie des maladies. Et il y avait un chapitre entier sur ce rôle que je crois extraordinairement libérateur, émancipateur, démultiplicateur, je vais m'expliquer sur cette idée, du numérique à l'école. Il a fallu 20 ans, 15 ans en tout cas pour que tout cela mûrisse. Il a fallu l'arrivée d'Internet qui n'était pas encore établi en 1990 pour qu'on s'aperçoive de l'incroyable puissance de ces instruments et du fait qu'ils allaient changer l'ensemble de la société, l'ensemble de la vie des personnes, des familles, des jeunes, etc. Et donc, de ce point de vue-là, les choses n'étaient pas encore mûres au début des années 90. Elles le sont évidemment aujourd'hui. C'est un premier point. Le deuxième point, Alain, que tu as abordé en effleurant, en tout cas par l'idée de ce nouveau droit, le deuxième point, c'est que ce n'est pas seulement une révolution en marche dans la transmission, dans l'accès illimité à des données documentaires qui autrefois étaient réservées à des bibliothèques qui sont aujourd'hui ouvertes à domicile, à qui que ce soit dans le monde. Ce n'est pas d'ailleurs non seulement l'accès à des contributions conférences. Il y a dans cette révolution en marche un modèle de société nouveau. Et moi je suis un admirateur, un zélateur, un défenseur du modèle Wiki. Je vois sur votre écran Wiki. J'ai même fait quelque chose qui est assez inhabituel. Lors de ma dernière émission chez Drucker, j'ai invité la jeune femme qui avait la responsabilité de Wikipédia en France, parce que je trouve que dans cette édification d'une architecture de savoir gratuite, partagée avec l'ensemble de l'humanité, il y a quelque chose d'une révolution en marche, d'une révolution d'un modèle de société et de civilisation différent. Je voulais dire qu'il y a d'ailleurs absolument le même principe en action dans le logiciel libre, c'est-à-dire l'idée que quiconque est à la fois utilisateur et producteur et améliorateur de l'ensemble des instruments, de l'ensemble des programmes qu'il utilise dans l'univers du libre. Et donc ce projet coopératif et contributif, dans lequel chacun apporte gratuitement, de manière non marchande, sa pierre à l'édifice en train de se réaliser, moi je trouve qu'il y a là un projet humaniste comme il en existe peu dans la société où nous sommes, en tout cas comme on l'a décrit. Voilà pour le principe. C'est une révolution en marche et c'est une révolution, si humaniste n'a jamais mérité son nom, celle-là l'est. Deuxièmement, c'est une révolution en marche dans le domaine de l'éducation. Alors, je veux mettre deux prudences. Je ne crois pas que le logiciel remplacera à jamais ou définitivement remplacera jamais l'intervention du maître, l'intervention de l'enseignant.
Parce que le maître est un médiateur du monde. Il dit quelque chose que naturellement l'écran ne peut pas dire, que la donnée ne peut pas dire, que le texte ne peut pas dire. Le maître dit quelque chose d'une humanité en formation, transmet, et cette transmission est émancipatrice. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose sur laquelle je voudrais insister, c'est que la culture générale est requise avant de trouver son chemin dans l'univers foisonnant des données disponibles. L'expérience qui est la mienne, en regardant vivre mes enfants et les amis de mes enfants, l'expérience qui est la mienne, c'est que naturellement, plus le nombre de documents, de données, d'algorithmes croît, et plus la forêt est riche et profuse, et plus il faut avoir une boussole. Et la boussole et une carte, une boussole et une carte. Et la boussole et la carte ne s'établissent que dans l'édification d'une culture générale personnelle. Voilà pourquoi je ne pense pas que la mise à disposition suffise. Quelque chose d'autre. Cela dit, une fois qu'on a dit médiation nécessaire de l'enseignant et qu'on a dit nécessité d'une culture générale, alors cependant s'ouvre l'immense univers de ce que ces programmes, ces instruments, apportent à l'enseignant et à l'édification de la culture générale. Je suis même persuadé que ça apportera à l'acte pédagogique. Je suis persuadé que on pourra... je décrivais en 1990, donc il y a 21 ans, ce que serait un jour, lorsque les logiciels auraient progressé, des correcteurs d'accent en matière linguistique qui seraient disponibles, numérisés, et qui essaieraient à chaque instant de transmettre au locuteur un certain nombre de secrets sur ce qu'est l'accent, la métrique, la prononciation dans une langue. Je suis absolument sûr que d'ici peu, on aura ce type d'instrument. Peut-être 20 ans, peut-être même pas. 12 2 ans. Bon, ben voilà. Mais c'était en 1990 que j'écrivais ça, et je ne suis pas sûr qu'en 90, on pouvait avoir l'échelle de temps disponible. Je suis sûr que ceci est à disposition, que ça vient. De même que je suis sûr que l'interprétariat numérisé sera disponible dans les 10 années qui viennent, ce qui rendra d'ailleurs différents les échanges entre les êtres humains. Donc, je crois à l'extraordinaire, à tout que apporte au maître la multiplication des programmes de cet ordre. Et je veux simplement, pour finir, aller dans le sens de ce que Alain Madelin a dit, ceci n'est possible que si se voit reconnu le droit pour le monde des enseignants d'utiliser des documents sans avoir à être poursuivi ou à acquitter des droits d'auteur illimités qui, naturellement, j'ai été ministre de l'Éducation pendant longtemps, j'ai une petite idée de la manière dont se fabriquent les ouvrages scolaires, et j'ai une petite idée de la pratique de l'édition dans cette affaire, y compris des influences éventuelles que l'édition apporte aux rédacteurs de programmes. Il y a là-dedans beaucoup de secrets, mais après tout, si on a des logiciels élémentaires type la loi de l'offre et de la demande, on arrive à peu près à comprendre ce qui se passe dans ces choses-là.
Il y a évidemment, pas seulement un droit, mais un devoir pour la puissance publique nationale, européenne et mondiale, de dire, excusez-nous, mais les œuvres de l'esprit, naturellement, on ne peut pas supprimer les droits d'auteur et on aura des discussions sur ce sujet, mais dans le domaine de la transmission pédagogique, dans le domaine de l'enseignement, nous avons le devoir d'autoriser l'ouverture des coffres au trésor. Et donc, moi en tout cas, je suis tout à fait prêt à aider en ce sens l'action des associations, des forces de pression multiples, et j'en suis sûr efficace que vous représentez dans cette salle.